chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'aimerais que Jason m'explique qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi tu es arrivé jusque-là, qu'est-ce qui a fait que t'as touché le bas fond comme ça. C'était quoi ta raison? Mais quand on est rendu qu'on est obligé de prendre une drogue pour éviter les effets secondaires de l'autre drogue, notre problème empire. Au départ, je pense qu'on faisait confiance aux enquêteurs, à l'enquête qui était menée. Puis on se disait, ils vont faire leur boulot, puis ce sont eux les professionnels, puis ils savent ce qu'ils ont à faire. Bien, on finit par se dire, dans le fond, que c'est un meurtre prémédité, mais qui n'ont pas les éléments de preuve pour le prouver. Le matin du vendredi 22 octobre 2004, Jason Sean Fresco, 21 ans, et sa petite amie Geneviève, 20 ans, se promènent au centre-ville de Shawinigan. Ils vont rejoindre quelques amis. Un mois plus tôt, Jason a quitté l'appartement de sa sœur aînée à Montréal pour emménager avec Geneviève à Shawinigan. Mais la grande ville lui manque. Au début, il m'a pas appelé. Pour lui, c'était comme de prouver que oui, j'étais indépendant. Mais à un moment donné, ça a pris peut-être 2 semaines. J'ai eu un coup de téléphone, puis il me disait qu'il aimait pas ça là-bas, qu'il trouvait ça difficile, qu'il y avait pas d'emploi. En quittant le restaurant, le couple décide d'aller à Montréal visiter la grand-mère de Jason. Ils partent sur le pouce. Dès qu'ils arrivent à Montréal, Jason appelle sa sœur, Elena, pour qu'elle vienne les chercher. Dans ma tête, je me dis, je suis contente, mon frère est revenu. Ça faisait 1 mois qu'il était parti, puis j'étais contente. Elena ramène Jason et son amie Geneviève à la maison et les garde à souper. En soirée, ils écoutent un film. Elena remarque la main blessée de son frère. Il y avait quelque chose à sa main. Il y avait comme une coupure où il y avait quelque chose à sa main. Hey, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Puis il a dit, j'ai un accrochage. Elena ne s'en formalise pas. Après le film, ils vont tous se coucher. Il dort chez moi avec son ami. Et puis, le lendemain, il me dit, je vais appeler Daddy. Notre père, il dit, je vais appeler Daddy. Puis, il dit, il faut que je lui parle. Puis là, moi, dans ma tête, je me suis dit, ben parfait, il va aller voir pour des appartements parce que c'était ça, tu sais. Il se remet sur pied. Elena espère secrètement que Jason revienne vivre à Montréal. Le lendemain, le 23 octobre, elle laisse son frère vaquer à ses activités et elle quitte pour la journée. Jason téléphone à son père pour lui dire qu'il va passer le voir. Pendant ce temps, dans l'appartement de Jason et Geneviève à Shawinigan, un jeune garçon de 13 ans dévêtu gît dans la baignoire. Il est mort. Le 23 octobre 2004, Janine Millette est dans tous ses états. Son fils de 13 ans, Mathieu, a quitté la maison l'avant-veille en après-midi et il n'est toujours pas rentré. C'est un petit garçon qui était très sociable, très humoristique. Il aimait l'humour ridicule. Il aimait faire des choses extrêmes, des sports extrêmes. Il était dans les cadets. Son rêve, c'était de devenir un soldat. Puis il tenait beaucoup à ça. Puis je pense qu'il l'aurait réalisé. Deux jours plus tôt, le 21 octobre 2004, Mathieu s'ennuie ferme à la maison. Mathieu voulait aller voir des amis. Puis il y avait un plâtre. Ça faisait 2 jours qu'on était allé à l'hôpital. On avait fait mettre son bras dans le plâtre parce que son pouce était cassé. À ce moment-là, ben, il pouvait pas aller à l'école parce qu'il était pas capable d'écrire. Il était pas capable de rien faire. C'était sa main d'usage qui était dans le plâtre. Alors, il est parti pour aller voir des amis l'après-midi, mais c'est ça, il n'est jamais revenu. Depuis 48 heures, la mère de Mathieu n'a pas dormi. Et ce soir-là, j'étais quand même inquiète.
Puis mon conjoint, il voulait pas appeler la police tout de suite parce qu'il disait de toute manière, ils vont nous dire d'attendre, des cas où, que ça serait une fugue ou, tu sais, des choses de même. Alors, on a attendu un peu, puis on a cherché partout, dans toute la ville. Là, c'est sûr que la pression montait, hein, d'heure en heure. Veux pas, une maman, ça s'inquiète. Puis rendu là, c'était plus de l'inquiétude. Je peux même plus, j'ai plus le mot pour dire comment on se sent, là. Le 23 octobre au matin, le téléphone sonne chez le père de Jason. Monsieur Fresco prend l'appel et se réjouit d'entendre la voix de son fils. Jason lui demande s'il peut passer le voir. Monsieur Fresco accepte avec joie. Jason n'a pas toujours eu des relations simples avec ses parents. Les problèmes de Jason, je crois qu'ils ont commencé, à moi, c'est quand il y a eu le divorce de mes parents. On est toutes déménagées avec ma mère, puis là, il y a eu des tensions dans la maison. Après le divorce, Jason et ses 2 sœurs demeurent avec leur mère. Jason s'ennuie de son père qu'il voit peu souvent. Il voulait voir mon père, puis ma mère, elle avait dit non, pas pour l'instant, c'est trop tôt, tout est trop frais, reste ici, tu peux pas aller dormir chez ton père. Puis là, ils se sont comme un peu chicanés, veut pas. Puis je pense que c'est là que mon frère a sorti sa frustration. Malgré l'interdiction de sa mère, Jason décide d'aller dormir chez son père. Cette désobéissance est perçue comme de la provocation. Puis ma mère, elle a vu que mon frère pouvait avoir aussi, des fois, il a un mauvais caractère. Et puis ma mère a dit, pour l'instant, je peux pas dealer avec un enfant, t'as du caractère, t'es comme, tu peux pas rester ici. Ma mère, elle a pris les sacs, puis elle est allée porter les sacs chez mon père. Fait que tous les vêtements, mon frère était là. Petit à petit, Jason se désintéresse de ses études. Il commence à consommer de la marijuana. Elena, sa sœur aînée, fait tout ce qu'elle peut pour l'aider. Tous les vendredis, j'allais le chercher, je le ramenais chez moi et le dimanche, j'allais leur conduire. Fait que c'est là qu'on passait plus de contact ensemble, qu'on se voyait plus souvent. Et c'est là que j'ai peut-être détecté un peu que je voyais qu'il y avait des mauvaises fréquentations. Fait que j'essayais de l'aider, puis je disais, tu sais, peut-être pour l'école, tu devrais aller en multimédia, tu devrais aller en informatique. Mais il est pas allé s'inscrire. Fait que mon père a dit, si tu vas pas à l'école, faut que tu fasses quelque chose. Fait qu'il dit, je vais te trouver une job. Fait que c'est là que mon père est intervenu, puis il a trouvé un emploi pour qu'il puisse aller travailler. Monsieur Fresco achète même une voiture à son fils pour qu'il se rende au travail. Le temps passe. Au début de 2004, Jason travaille de moins en moins et consomme de plus en plus. Mon père avait donné un ultimatum, je crois, soit qu'il allait à l'école où il travaillait ou il déménageait de chez mon père. Fait que j'étais dit, je peux te garder chez moi le temps que tu trouves quelque chose pour te replacer. Fait qu'il était demeuré, il travaillait, il s'était trouvé un emploi. Jason s'installe chez sa sœur, mais il continue à s'exposer à de mauvaises influences. C'est à ce moment-là qu'il s'est dirigé vers les gangs et que les mauvaises influences ont pris plus d'importance et que c'est ça qu'il a investi. Il y a des périodes où on peut être plus vulnérable et où l'attrait de ces gangs-là peut être plus important et c'est là qu'on peut glisser. Le samedi 23 octobre 2004, M. Fresco se réjouit de la visite de son fils. Jason arrive seul, sans Geneviève qui est restée chez Elena. Il a quelque chose de difficile à lui avouer. C'est à ce moment-là que M. Fresco se rend chez son père et qui lui avoue avoir commis un meurtre à Shawinigan. Jason raconte à son père les circonstances de son crime. Il ne lui cache rien. Il termine en disant que le corps de sa victime, un jeune homme de 13 ans, est encore dans la baignoire de l'appartement de Geneviève à Shawinigan. Puis mon père a dit, tu t'en vas à Partenay, tu t'en vas dire ce qui est arrivé et tu vas te rendre. C'est la seule affaire que tu dois faire. Sans hésiter, M. Fresco contacte les policiers. Il s'informe de la marche à suivre pour que son fils se rende par lui-même. Les policiers du district Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides ont été mis au courant suite à un appel du père de Jason Fresco qui voulait avoir des renseignements parce que son fils lui avait avoué avoir commis un crime grave. Alors le chef d'équipe aux télécommunications lui a donné les renseignements et monsieur lui a affirmé qu'il se rendrait au poste de la Sûreté du Québec à Mascouche pour une rencontre avec les policiers.
Samedi le 23 octobre 2004, en fin de journée, Jason Sean Fresco se livre aux policiers. Quelques heures plus tard, Elena rentre chez elle. J'avais des commissions, j'avais une fête, fait que j'ai pas passé vraiment la journée là, je suis partie et puis je suis revenue tard le soir, vers 11h30, minuit. Dès qu'elle entre dans la maison, le téléphone sonne. Elle est surprise d'avoir un appel à une heure aussi tardive. Elle s'empresse de répondre. Elena apprend que son petit frère Jason aurait commis un meurtre. C'est comme... Tu penses même pas que ça se peut parce que tu te dis, voyons donc, c'est mon frère, c'est le petit gars qui est comme, tu sais, le petit geek qui est dans sa chambre, qui est tranquille, qui dit jamais vraiment un mot. Tu sais, on se dit, voyons donc, ça se peut pas, là, c'est mon frère. Je peux pas croire qu'il peut arriver un enfant de même. Geneviève, la copine de Jason, est toujours chez Elena. Celle-ci la bombarde de questions. Geneviève reste évasive. Elle pleurait, puis tu sais, c'était comme, j'étais pas capable d'en savoir, j'avais beau y dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce temps, des patrouilleurs se rendent à la résidence de Geneviève à Shawinigan. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau chez Elena. J'ai eu un appel de ma mère qui me disait qu'elle avait eu des nouvelles de ce qui est arrivé avec mon frère, puis que mon frère est arrêté. Puis elle m'avait dit, tu sais que la police va sûrement venir à la maison, assure-toi que l'ami de Jason reste à la maison. Puis à 5h du matin, la police est venue. Ils sont venus la chercher. Puis justement, elle pleurait. Puis ils ont dit, on a besoin d'elle au poste de police. À Shawinigan, les enquêteurs dépêchés à l'appartement de Geneviève découvrent le corps nu d'un adolescent dans la baignoire. Dans un sac, ils trouvent des vêtements imbibés de sang et des papiers d'identité au nom de Mathieu Millette. Madame Millette attend toujours des nouvelles de son fils. Elle a passé la journée à faire des appels pour retrouver Mathieu. Quand elle apprend que celui-ci ne s'est pas présenté à sa réunion de cadets au manège militaire, son inquiétude se transforme en panique. Mathieu adore ces rencontres. Il faut que quelque chose de grave soit arrivé pour qu'il n'y soit pas allé. Que s'est-il passé dans le modeste appartement de Geneviève à Shawinigan? Quand la mère de Mathieu apprendra-t-elle l'horrible nouvelle? Le samedi 23 octobre 2004, Jason Sean Fresco, un jeune homme de 21 ans, reconnaît avoir tué Mathieu Millette, un adolescent de 13 ans, et avoir laissé son corps dans la baignoire d'un logement à Shawinigan. Ce n'est que le lendemain matin que la mère de Mathieu reçoit enfin des nouvelles de son fils, disparu depuis 3 jours. Le matin du 24 octobre 2004, il y a 4 hommes là, en habit et en cravate qui sont venus sonner à ma porte, me demander là, si j'avais un fils qui s'appelait Mathieu, et puis je dis oui. Mais là, en les voyant, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Là, je suis venue complètement bouleversée. Puis là, il y en a un qui me dit, votre fils est décédé. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme le sang ne circule plus dans mon corps. On se sent vraiment mourir. C'est complètement ça. C'est comme si la vie est partie. Mathieu est le fils unique de Janine Millette. Il est sa joie et sa fierté. Jusqu'à tout récemment, Mathieu n'a jamais donné de soucis à sa mère. Par contre, au début de l'année scolaire 2004, Mathieu frappe un camarade qui supposément le harcèle. Il est suspendu de l'école pour quelques jours, mais comme il ne remplit pas son carnet de conduite, l'école maintient sa suspension. Il semble aussi avoir fait preuve d'insubordination envers un professeur, si bien que le comité de discipline de l'école doit le rencontrer. À Shawinigan, une ville de 50 000 habitants, il y a peu d'activités et de distractions pour les adolescents. Les jeunes se tiennent en groupe et se cherchent des lieux pour se rencontrer. L'un de ces lieux est l'appartement du frère de Geneviève, la copine de Jason. La porte est toujours grande ouverte. Monsieur Millette était un adolescent de 13 ans. Il ne fréquentait plus l'école à temps plein.
Alors, il fréquentait par contre le milieu des stupéfiants, mais c'est un petit peu nébuleux qu'est-ce qu'il faisait de ces journées-là. Le locataire principal était un jeune de 17-18 ans. Alors, il y avait beaucoup d'autres jeunes. Mathieu était peut-être le plus jeune, 13 ans, mais il y avait des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Un bon groupe de jeunes qui se tenaient là régulièrement. C'était risqué pour eux, mais je pense pas qu'aucun jeune ne le percevait. Et je pense pas que les parents pouvaient nécessairement le percevoir parce que quand ton garçon ou ta fille de 14, 15 ans, 16 ans te dit « Man, je m'en vais chez des amis ce soir », ben, tu te dis pas est-ce qu'il est en danger. Pourquoi des jeunes adultes, début vingtaine, se tiendraient avec des adolescents, je dirais même préadolescence, 12-13 ans, ça doit nous questionner. Souvent, c'est des gens, on va le voir, qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin de faire affaire avec des gens plus vulnérables, qui vont plus facilement, j'ai envie de dire, impressionner, de qui ils peuvent facilement être le héros. Au début du mois d'août 2004, une nouvelle locataire débarque dans le logement de Shawinigan, Geneviève. Elle a décidé de quitter son appartement de Trois-Rivières pour venir s'installer avec son frère. Quelques semaines plus tôt, Geneviève a fait la connaissance de Jason Sean Fresco. En début d'été, à Saint-Eustache, par hasard, ils se sont connus dans un terminus d'autobus. Et leur relation a débuté comme ça. J'ai rencontré sa copine un après-midi, un dimanche après-midi. Jason, il m'appelle, puis il me dit « Ah, il pleut, tu peux-tu venir me chercher? » Elena va chercher son frère pour le ramener chez elle. Elle est surprise de le trouver accompagné d'une jeune femme. Il ne lui a jamais parlé d'elle. Je lui ai demandé, j'ai dit, où tu restes à Montréal? Je vais aller te reconduire. Puis Jason me disait, elle demeure pas à Montréal. Il dit, elle vient de Trois-Rivières. Puis là, j'ai dit, comment tu fais pour te rendre là si t'as pas de transport? Fait que là, il dit, elle fait du pouce pour aller à Trois-Rivières. J'avais pas une bonne impression. Je sais pas si je vous dis ça, là, mais j'ai vraiment eu comme un frisson. J'ai eu un frisson dans le dos qui m'a passé. Ça se peut que cette conjointe-là ait été pour lui une bouée de sauvetage. Qu'il l'a investi énormément, qu'il a peut-être vécu une passion importante pour cette personne-là. Ça, c'est très, très possible. Mais à ce moment-là, c'est comme si on avait tous nos œufs dans le même panier et on devient très, très dépendant de cette personne-là. Avant d'aller les reconduire près de l'autoroute 40 pour qu'ils s'en retournent à Trois-Rivières sur le pouce, Elena prend son frère à part. J'ai parlé avec mon frère de son ami et puis je lui disais, je sentais pas une bonne affaire avec elle. Je me disais, mais il semble qu'il y a quelque chose de pas correct. Je sais pas, mais je devrais pas la fréquenter. J'aime pas. Tu sais, j'aime pas. Puis il me dit, tu sais pas, t'as connais pas. Le lendemain de son arrestation, le 25 octobre 2004, Jason Sean Fresco comparaît au palais de justice de Shawinigan. Geneviève a affirmé aux policiers qu'elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé durant la soirée du 23 octobre. Elle est donc relâchée. Monsieur Fresco a comparu sous une accusation de meurtre au 2e degré. À ce moment-là, il a été détenu jusqu'à son enquête de remise en liberté qui s'est tenue le 21 juin 2005. La caution de Jason Sean Fresco est fixée. Son père consulte Elena et il décide qu'une remise en liberté bien encadrée est ce qu'il y a de mieux pour Jason. Monsieur Fresco débourse $2 000 et s'engage pour un montant additionnel de $10 000. Elena accepte de prendre son frère chez elle. Jason est libéré, mais il a de nombreuses conditions à respecter. Dont celle de ne pas entrer en communication avec les témoins de la cause. Il devait suivre une thérapie et il devait demeurer à une adresse qu'il a donnée, qui se trouvait être l'adresse de sa sœur. Il suivait bien les règles, tout était correct. Il y avait un couvre-feu qui devait rentrer à une telle heure. Bon, il y avait des trucs à respecter, puis c'était correct. Puis Jason, il s'était trouvé un emploi dans un shipping. Puis il était correct avec ça, tu sais. Puis ça lui faisait un petit peu d'argent, puis bon, des trucs comme ça pour s'acheter des trucs informatiques. Puis tout allait bien, sans histoire. Durant les premiers mois, le jeune homme suit une thérapie. Il semble décidé à prouver à tout le monde qu'il est sur la voie de la réhabilitation. Tout laisse croire qu'il a coupé les ponts avec Geneviève.
À un moment donné, il me dit, j'ai besoin des sous. Là, il dit, j'ai pas eu ma paye encore, et faudrait-tu me prêter des sous? Ou... Fait que là, j'ai dit, ben oui, y a pas de problème. Je vais à la banque, mais je sais, ça, c'est l'argent de mon loyer. Là. Fait qu'il m'a dit, oh, y a pas de problème, je vais te le remettre. Puis finalement, on était allés à la banque ensemble, puis je lui ai donné des sous. Puis lui, il a dit, OK, ben on se voit tantôt. Jason part de son côté, tandis qu'Elena retourne à l'appartement. Le soir venu, Jason n'est toujours pas rentré. Elena a confiance qu'il respectera son couvre-feu. D'autant plus qu'il doit se présenter à la cour le lendemain matin, 2 septembre 2005. Elle va se coucher sans l'attendre. Quand je me suis réveillée, que j'ai vu qu'il était pas dans le salon. Fait que là, j'ai dit, ah. Fait que là, il y avait le couvre-feu avait pas été respecté. Puis j'ai dû appeler la police pour dire, ben là, Jason n'est pas rentré. Les enquêteurs hésitent à révéler à Madame Millette que Jason est en fuite. Les enquêteurs me l'ont pas dit sur le coup parce qu'ils savaient que, bon là, je paniquerais peut-être. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, je suis devenue très anxieuse, oui, justement. On le laisse quitter, on le laisse en liberté pendant les procédures. On l'oblige à suivre une cure de désintoxication 3 mois. Il a suivi sa petite cure. Qu'est-ce qu'on apprend quelques semaines plus tard? Et la police me téléphonait à l'occasion pour savoir si j'avais des nouvelles de Jason. Puis je leur disais non. Puis ils disaient, est-ce qu'ils vous envoyaient un courriel? Parce que, vous savez, on peut retracer les courriels, de la provenance. Puis je disais, non, j'ai pas rien. J'ai aucun contact de Jason. Puis finalement, je leur ai dit. J'ai dit, j'ai quelque chose en l'air de la tête. Je vous dis à la police que si vous trouvez son ami à lui, j'ai dit, peut-être que vous allez trouver lui. Dans les jours qui suivent, les policiers découvrent que Geneviève manque elle aussi à l'appel. Et ce, depuis environ la même date que Jason. Il devient de plus en plus évident qu'ils ont concocté un plan pour s'enfuir ensemble. La famille Millette s'inquiète des représailles. Et la mère de Mathieu se demande si les policiers parviendront à retracer le présumé meurtrier de son fils. Justice sera-t-elle rendue pour la mort de Mathieu? Le 24 octobre 2004, le corps du jeune Mathieu Millette, 13 ans, est retrouvé nu dans la baignoire d'un appartement de Shawinigan. C'est là qu'il a fait la connaissance de son meurtrier, Jason Sean Fresco, âgé de 21 ans. Cet appartement est occupé par Geneviève, la copine de Jason et son frère. Mais il est fréquenté par les jeunes de la petite ville. La blonde de Jason Sean Fresco est venue habiter à cet endroit-là avec son frère. Puis Mathieu connaissait son frère. Il y a beaucoup d'enfants qui allaient là, dont des jeunes de l'école secondaire qui connaissaient Mathieu, que Mathieu fréquentait à l'école, qui se tenaient toutes là en gang. Puis c'est comme ça que Mathieu a rencontré la blonde de Jason Sean Fresco. On n'en sait pas plus. On sait que c'était des connaissances, mais on ne peut pas savoir exactement là, la relation exacte. Chose certaine, Mathieu passe beaucoup de temps à l'appartement de Geneviève et de son frère. C'est sûr que le fait de fréquenter pour un jeune comme Mathieu Millet, fréquenter des gens beaucoup plus âgés que lui, ben, lui donne des idées de personnes plus vieilles également. Là. Selon la version de M. Fresco, Mathieu Millette lui avait dit qu'il avait 16 ans alors qu'il avait 13 ans. À cette époque, Geneviève vient régulièrement à Montréal passer du temps avec Jason. Elena commence à trouver que la jeune femme prend beaucoup de place dans sa vie et celle de son conjoint. Elle venait beaucoup chez nous. Puis à un moment donné, ben, mon salon, c'était rendu comme une chambre d'hôtel. Là. Puis c'est là qu'il y a un moment donné, mon conjoint, dans le temps, et mon frère, ils ont eu comme une discussion, puis ça a pas bien tourné. Et c'est là mon frère a dit, je m'en vais. Il dit, je me sens pas bienvenue. Jason décide de déménager. Mon frère faisait ses valises, puis j'ai dit, là, tu t'en vas. Il dit, je me suis chicanée avec ton chum, puis je m'en vais à Trois-Rivières. Puis j'ai dit qu'il était pas obligé de partir, qu'il pouvait rester, que lui, je l'accueillais. C'était mon frère, mais qu'elle, je la voulais pas chez moi. Elena accepte d'aller le reconduire chez Geneviève, mais elle a un mauvais pressentiment. Je tremblais, j'avais des frissons, je vous le dis.
Il y avait quelque chose qui me disait que c'était comme pas correct qu'il s'en aille là-bas. Qu'il devait rester ici, avec moi. Puis je me souviens ce soir, rendu là-bas, puis je disais, t'es pas obligé. Tu peux t'en retourner à Montréal avec moi, t'es pas obligé de rester ici. Il a dit, non, mon choix il est fait. Je vais rester ici, puis je vais m'arranger. Le début de leur relation en appartement a débuté le 27 septembre 2004. Et c'est à ce moment-là que leur relation a commencé à être plus sérieuse. Influencé par Geneviève et l'ambiance générale de l'appartement, Jason consomme de plus en plus. La marijuana est accompagnée de drogues plus costaudes comme la cocaïne. On parle d'individus qui, à ce moment-là, dans leur vie, il n'y a pas beaucoup de repères qui tiennent. Là. Deux individus qui consomment de la drogue, deux individus qui sont en marge de la société, l'influence qu'ils vont avoir un sur l'autre, c'est ça difficile d'imaginer qu'un des deux va s'en sortir comme ça. Là. C'est plutôt de partager le malheur. Là. Le couple avait une problématique de consommation de drogue régulière, consommait cocaïne, de la pinotte et de la marijuana. Mathieu était rendu dans quelque chose qui était beaucoup plus gros que lui. Est-ce que Mathieu a vu des choses? Est-ce qu'il a entendu des choses? De gens qui étaient dans le milieu de la drogue? Non, le couple n'était pas vraiment connu du milieu policier. Par contre, eux fréquentaient des gens dans le milieu criminel pour obtenir leur drogue, mais ils n'étaient pas connus du milieu policier de Shawinigan. En septembre 2005, un peu moins d'un an après le meurtre, les policiers cherchent activement Jason et Geneviève partis en cavale. Au même moment, à l'autre bout du pays, à Banff, en Alberta, deux jeunes Québécois débarquent. Il s'agit bien du couple recherché. Le jeune homme se trouve un emploi comme cuisinier dans une chaîne de restauration rapide, mais travaille sous une fausse identité. Ils profitent de la vie agréable de cette station touristique très fréquentée. Ils sont persuadés d'avoir laissé leur passé derrière eux. Suite à l'enquête policière, nous avons localisé M. Fresco dans l'Ouest canadien, en Alberta. Alors, à ce moment-là, nous avons rencontré un procureur des poursuites criminelles et pénales afin qu'ils émettent un mandat pan-canadien, un mandat d'arrestation. Lorsque ce mandat-là a été émis, le mandat a été transféré aux autorités de l'Alberta, qui, eux, ont procédé à l'arrestation de Jason Fresco. Suite à cette arrestation-là, M. Fresco a dû comparaître dans la province de l'Alberta. Et par la suite, nous, les policiers du Québec, nous sommes allés le chercher directement aux autorités de l'Alberta. Le 13 septembre 2005, Jason Sean Fresco est à nouveau mis en état d'arrestation. Cette fois encore, aucune accusation n'est portée contre Geneviève. Les conditions s'appliquaient à M. Jason Fresco seulement. Alors, madame ne pouvait pas être accusée d'être en compagnie de M. Fresco, mais M. Fresco, lui, étant donné qu'il était sous une ordonnance, sous engagement, lui pouvait être accusé. Et d'ailleurs, il a été accusé de bris de conditions. Là, je me suis dit, c'est toi, tu t'es puni toi-même, parce que là, le juge, il te fait plus confiance. Puis tu vas rester en dedans jusqu'à ton procès. Je dis, là, tu travaillais, t'avais une certaine liberté, t'avais quand même quelque chose de bien. Cette fois, Jason Sean Fresco est incarcéré en attendant son procès. La famille de Mathieu espère qu'il va enfin répondre de ses actes pour le meurtre de l'adolescent. Après sa tentative de fuite ratée, Jason Sean Fresco fait enfin face à la justice pour le meurtre du jeune Mathieu Millette. Il n'a jamais dérogé à la version des faits qu'il a donnée aux policiers lors de son arrestation en 2004. Cet après-midi-là, Jason Sean Fresco, il a appelé au 911 pour dire qu'il y avait des rôdeurs. Puis, il a demandé aux policiers de ne pas aller sur les lieux. Il a dit « Venez pas, venez pas ».
Selon la version de Fresco, ce jour-là, le 21 octobre 2004, le couple consomme beaucoup. Et cette journée-là, ils ont consommé abondamment. Ils ont pris leur souper. Et après le souper, ils ont reconsommé de nouveau des stupéfiants. Madame a consommé du speed, de la pinotte, et monsieur a consommé de la cocaïne. Quelques heures auparavant, Mathieu quitte son domicile à vélo pour aller voir des amis. Madame Millette croit qu'il veut en profiter pour récupérer un marteau qu'il dit avoir prêté à un copain. Toujours selon Fresco, après le souper, Geneviève et lui se dirigent vers la chambre à coucher. Ils se mettent au lit. Et c'est à ce moment-là que, peu de temps après s'être couchés, ils ont entendu un bruit venant de la porte avant du logement. C'est sûr que si on est fortement intoxiqué, on peut devenir paranoïde. On peut avoir l'impression qu'on est menacé et qu'on a besoin de se défendre. Ça peut même aller jusqu'à si on se défend pas, c'est notre vie qui est en danger. Donc, il faut absolument se défendre. Ça peut créer ce genre de confusion-là. Et M. Fresco s'est levé, est allé vérifier dans le corridor qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'il a aperçu un individu. M. Fresco nous dit qu'un individu se dirige en sa direction avec un marteau dans les mains. Lui, il dit que Mathieu avait un marteau dans les mains, mais comme il dit qu'il faisait tellement noir qu'il voyait rien, fait que je me demande comment il aurait pu faire pour voir un marteau. Puis ça aurait pu être son plan. Fresco prétend qu'à la vue de l'intrus, il a paniqué. Dans le noir, sous l'emprise de drogue puissante, il cherche une arme pour se protéger. J'ai jamais cru que Jason Sean Fresco était en légitime défense quand il a attaqué mon fils. Mathieu, premièrement, il avait un bras dans le plâtre, qui était pas capable de se défendre, puis encore moins d'aller attaquer quelqu'un. On va pas faire un crime quand on est handicapé de notre bras d'usage, premièrement. Mais deuxièmement, c'est que c'était pas du tempérament à Mathieu non plus, d'aller attaquer des adultes. Il avait 13 ans. Puis c'était un non-violent. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu l'extincteur. Alors, il s'est empressé de le prendre. Et lorsqu'il s'est tourné de bord, selon toujours sa version, l'individu était rendu près de lui avec le marteau dans les mains et s'apprêtait à le frapper. Alors, c'est lui qui a frappé en premier et à plusieurs reprises avec l'extincteur. L'agresseur aurait pas reconnu la personne, se serait senti menacé, se serait senti obligé de se défendre, n'aurait même pas laissé parler la personne et il l'aurait frappé jusqu'à temps qu'elle bouge plus. Oui, peut-être que là, il y a une perte de contact avec la réalité qui reste à déterminer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une intoxication volontaire, donc que la personne doit assumer les conséquences de ce qu'elle fait par la suite. Fresco frappe l'intrus à coups répétés. On peut pas déterminer le nombre exact de coups, mais l'autopsie démontre qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs coups à la tête et plusieurs coups, ce qu'on appelle des plaies de défense, sur les bras, les avant-bras. Qu'est-ce qu'un adolescent de 13 ans faisait dans cette maison-là? Est-ce qu'il est entré par effraction ou pas? Est-ce qu'il y avait vraiment un marteau dans les mains? Pourquoi il était là? Pourquoi la personne, en l'apercevant, l'a pas reconnu? C'est quelqu'un qu'elle connaissait. Pourquoi elle lui a pas parlé? Pourquoi il y a personne qui a rien dit? Le bruit aurait pu alerter Geneviève, mais elle reste dans la chambre. De ce qu'on a comme information, c'est très étrange, puisque la conjointe de l'agresseur serait même pas sortie de la chambre. Elle aurait même pas su qui était agressé et de quelle façon ça se produisait. C'est assez étrange, parce que si notre conjoint est en train de se battre avec quelqu'un, il y a peut-être de la difficulté ou quoi, c'est évident que le réflexe, c'est d'aller voir pour lui venir en aide, s'arrêter le réflexe. On a plutôt quelqu'un qui est passif et qui serait même pas sorti de la chambre pour s'en renseigner, voir ce qui se passe. Écoutez, c'est même difficile à croire. Elle n'a pas porté secours à Mathieu. Puis si elle l'aurait fait, si au moment du meurtre, elle aurait pu appeler le 911 à vitesse, peut-être que Mathieu aurait pu être sauvé. Il y aurait peut-être eu un traumatisme crânien, mais il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Mathieu Millette gît sur le sol. Du sang s'écoule de son crâne. Et suite à ça, M. Fresco amène le corps dans le bain, le déshabille, met le linge dans un sac, pack-sac, dans la chambre. Linge qui contient le portefeuille de la victime avec les pièces d'identité.
et il fait le ménage pour enlever le sang aux endroits où il en a trouvé, dans la cuisine et dans la salle de bain. C'est une décision qui a été prise. Ils ont laissé cette personne-là dans le bain. Est-ce que c'était dans le but de réfléchir à ce qu'il allait faire, comment il allait s'en sortir de cette situation-là? Est-ce qu'ils se sentaient coupables, puis ils se sont dit on évite plus de troubles en essayant de maquiller tout ça et de le cacher que de le déclarer? C'est probablement le raisonnement qu'ils ont tenu. C'est une des plus grandes douleurs qui me reste de cet événement-là. C'est le fait que Fresco ait déshabillé complètement Mathieu, qu'il l'ait mis dans le bain pour nettoyer la pièce avant de quitter les lieux. Je me suis toujours dit pourquoi il l'a déshabillé. Suite à l'événement, le couple s'est couché. Le couple met ça sur le stress, encore une fois. Par contre, ils n'ont pas appelé la police, n'ont pas appelé les services d'urgence, les ambulanciers. Ils étaient démunis devant cette situation-là. Le couple ne dort pas du reste de la nuit. Au matin, ils vont rejoindre des amis comme si de rien n'était. Puis, ils font du pouce jusqu'à Montréal. 2 jours plus tard, Fresco se rend à la police. La famille de Mathieu Millette remet en question le récit de Jason Sean Fresco, notamment lorsqu'il affirme que Mathieu serait arrivé en intrus. Il compte sur le procès de Fresco pour savoir ce qui s'est réellement passé. Arrêté le 13 septembre 2005, après une fuite qui l'a mené jusqu'à Banff, en Alberta, Jason Sean Fresco va enfin subir son procès. Malheureusement pour la famille Millette, Fresco décide de plaider coupable. Dans le présent dossier, il y a eu une négociation entre le directeur des poursuites criminelles et pénales et l'avocat de défense. Et eux se sont entendus sur un chef d'accusation moindre, c'est-à-dire au lieu d'être meurtre 2e degré, c'était réduit à homicide involontaire. De cette façon-là, le procès a été évité. Il n'y a pas eu de procès. Donc, plusieurs éléments qui auraient pu sortir au procès n'ont pas sorti. La procureure de la Couronne et notre inspecteur décident que il y aura entente avec la partie adverse et ils vont finalement lui demander de plaider coupable pour homicide involontaire. Alors, nous, on était certains qu'il était question d'un meurtre prémédité. Alors, comme victime, on s'est dit, bon, on va y aller avec une demi-mesure. Le fait qu'il a plaidé coupable, là, c'est sûr que lui, il voulait pas revivre le procès. Il voulait pas se rembarquer dans ça, de tout raconter ça encore. Il se serait peut-être mêlé dans ce qu'il avait dit au début. Je crois que ça cache beaucoup de choses. Les Millette sont scandalisés par la tournure des événements. Ils ont le sentiment qu'aux yeux de la justice, la victime compte moins que le criminel. On a été privés d'informations, on n'a pas eu le droit d'avoir accès à l'enquête de police. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'avais déjà fait une demande selon la loi de l'accès à l'information, mais on m'a dit que je pouvais pas. Lors de l'enquête préliminaire, je vois Fresco qui est interrogé dans les premières heures après qu'il ait été arrêté, habillé de coton ouaté avec une grosse capuche par-dessus la tête. Et je le revois ensuite se présenter devant le juge en veston-cravate, un petit peu de gel. Ça m'apparaissait comme une mascarade. Une autre question hante la famille de la victime. Pourquoi Geneviève n'a-t-elle jamais été accusée de complicité? J'ai demandé à la procureure de la Couronne pourquoi il n'y avait pas d'accusation de portée contre elle. Et puis, on m'a dit que ça ne valait quasiment pas la peine parce qu'elle pouvait venir à la cour puis dire n'importe quoi. Puis qu'à ce moment-là, elle s'en tirerait trop facilement. Que ça ne valait pas la peine de porter des accusations. Une négociation de plaidoyer, communément appelée plea bargaining, semble avoir été adoptée. Les parties se seraient entendues pour ne pas porter d'accusation contre Geneviève, en échange de l'aveu de culpabilité de Fresco. Et c'est la responsabilité
du procureur de la poursuite de prendre ses responsabilités et d'expliquer pourquoi ça serait mieux le plea bargaining, d'expliquer les raisons. Pourquoi ils vont accepter un plea bargaining. Mais exemple, comme raison, écoutez, j'ai plus de preuves contre l'un que contre l'autre. Pourquoi je serais pour le plea bargaining? Ben, j'ai peur d'échapper l'autre. Il me manque un peu de preuves, ou beaucoup de preuves dans un cas par rapport à l'autre. Alors, c'est une des raisons pourquoi il y a eu du plea bargaining aussi. Si on se pose la question, est-ce que c'est plus les hommes que les femmes qui vont prendre la responsabilité d'un acte illégal? La réponse, c'est oui. C'est clair qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une injustice ici, où quelqu'un a tout écopé à la place des deux. Par contre, l'agresseur, c'était l'homme, et celui qui pouvait pas s'en aller, c'était lui. Donc, la justice, c'est lui qui ont mis de l'avant. Geneviève témoigne lors des représentations sur sentence. Selon son témoignage, elle disait que Mathieu était arrivé comme un voleur. Puis elle a mentionné aussi à monsieur le juge que c'était un drogué, qu'il venait prendre de la drogue avec elle. Puis c'est complètement faux. On a essayé de faire passer Mathieu pour un drogué, alors que l'autopsie a bien révélé qu'il n'y avait pas de substance dans son corps. On a essayé de le faire passer pour un voleur, en disant qu'il était entré par effraction chez les criminels. Et lors de l'enquête préliminaire, les policiers ont très bien démontré qu'il n'y a eu aucune trace d'effraction, ni par la fenêtre, ni par la porte. Le 7 novembre 2005, Jason Sean Fresco reçoit sa sentence pour l'homicide involontaire de Mathieu Millette et son bris de condition. Il est condamné à 9 ans de pénitencier. L'avocat de Fresco en appelle de la sentence, considérant que le juge aurait dû tenir compte de la détention préventive. Le 24 février 2006, Fresco voit donc sa sentence réduite de 11 mois. La chose qui m'a vraiment frappée, c'est la jurisprudence. Un mot qui maintenant, vraiment, là, me donne envie de vomir. Parce que l'avocat de la défense amène devant le juge des causes qui sont pas du tout du même ressort que celles qui nous concernent. Et à partir de ça, on établit une durée de la sentence. C'est sûr, eux autres qui ont perdu un membre de leur famille, ils ont perdu leur enfant, ils ont perdu leur petit-fils. Puis, un moment donné, j'ai dit à mon frère, faut que tu vois que les autres, ils ont perdu quelqu'un. Puis si un jour ça t'arrivait, j'ai dit, tu vas voir la réaction que tu pourrais avoir. J'ai dit, oublie jamais ça, là. J'ai dit, c'est quand même une vie qui est partie, là. Jason Sean Fresco a été emprisonné en septembre 2005. En 2009, la Cour lui a accordé la permission de sortir 3 jours par mois sans escorte. Aujourd'hui, il est libre. Le fait d'être détenu, d'être éloigné, d'être forcé à réfléchir, parce que quand on est retiré de la société, on n'a pas le choix de poser un regard sur nous. Si c'est utilisé à bon escient, les gens peuvent cheminer dans ça. Si c'est utilisé juste à ruminer de la colère et de la vengeance, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment ce que les gens vont en faire. Aujourd'hui, mon frère, il travaille, il mène sa petite vie, puis elle aussi, elle travaille. Je veux dire, je pense que c'est des gens sans histoire, ils font chacun leurs petites affaires. Tu sais, pour l'instant, je me dis, oui, ça va bien, mais... Tu sais, jusqu'à quand? Pour savoir ce qui s'est réellement passé dans l'appartement de Shawinigan, la justice ne dispose que de la version de Jason Sean Fresco. Non seulement la famille de Mathieu souffre d'une perte irremplaçable, mais leur peine est d'autant plus grande qu'ils ont l'impression de ne pas avoir eu accès à toute la vérité. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?